L'école a appelé. Votre fille n'a pas été récupérée. J'ai dit, je n'ai pas de fille. J'ai 34 ans et je suis divorcé. Ils ont dit, venez ou nous appellerons la police pour négligence. Confuse, j'ai conduit jusqu'à là-bas. Dans le bureau, il y avait la petite fille. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le silence de mon bureau était mon sanctuaire. À 18h42 un mardi, le seul son était le bourdonnement doux de mon ordinateur et le clic rythmé de mon stylet sur la tablette. La lumière du coucher de soleil, d'un ton jaune et mélancolique, passait à travers la grande fenêtre du sol au plafond, illuminant les particules de poussière qui dansaient paresseusement au-dessus du rendu 3D de mon dernier projet. Un hôtel boutique à Oaxaca. Mon projet le plus ambitieux. Mon bébé. Je suis Renata Gomez. À 34 ans, je sentais enfin que j'avais le contrôle. Mon cabinet d'architecture, Gomez Design, était plus qu'une entreprise. C'était le monument que j'avais construit, brique par brique, sur les ruines de ma vie d'avant. Le divorce, 2 ans plus tôt, avait été une démolition brutale et nécessaire. Damien, mon ex-mari, avait été l'architecte de mon chaos personnel, et moi, l'ingénieur de ma propre reconstruction. Maintenant, la paix était mon luxe le plus précieux. Une paix gagnée avec de la sueur, des larmes et des nuits blanches. Jusqu'à ce que cette paix soit détruite par la sonnerie stridente du téléphone du bureau. Personne n'appelait à cette heure. Mes employés étaient partis. La ville se préparait pour la nuit. J'ai posé le stylet en sentant une pointe d'irritation. Je me suis frotté l'arête du nez, là où une migraine commençait à se former. Un Gomez Design, Renata, ai-je répondu. Ma voix professionnelle, même si j'étais fatigué. Un Madame Renata Gomez, demanda une voix de femme. Elle était plate, monotone, comme si elle lisait un texte mal appris. Zéro émotion. Oui, c'est moi, ai-je répondu en regardant mes mailles de l'autre main. En quoi puis-je vous aider? Nous vous appelons de l'école primaire Benito Juárez dans la Colonia del Val. Madame Gomez, votre fille n'a pas été récupérée. J'ai presque ri. Ça devait être ces arnaques téléphoniques où ils essaient de te soutirer des infos. Excusez-moi, ai-je dit avec une touche de sarcasme. Je crois que vous avez le mauvais numéro. Je n'ai pas de fille. Renata Gomez avec domicile fiscal dans la Colonia Roma, code postal 06700, récita la voix avec une précision qui m'a glacé. Mon sourire a disparu. J'ai arrêté de taper. Oui, c'est moi. Mais je vous répète, je n'ai pas d'enfant. J'ai 34 ans. Je suis divorcé, sans enfant. C'est sûrement une erreur. Il y eut un silence. Je pouvais entendre le froissement de papier, le clic d'ongles longs sur un bureau. Madame, dit la voix, et maintenant il y avait une lame d'acier dedans. Le nom dans le dossier d'urgence est Renata Gomez. La petite fille est ici, seule. L'école a fermé il y a 3 heures. Si vous ne venez pas dans les 30 prochaines minutes, notre protocole est d'appeler la patrouille de police et de vous signaler pour abandon de mineur. Abandon de mineur. Les mots sont tombés comme des pierres au fond d'un puits. Ce n'était pas une arnaque, ce n'était pas une blague. La bureaucratie, avec sa certitude répétée 1000 fois, me visait directement. La panique, froide et aiguë, a commencé à remonter dans ma gorge. J'arrive, ai-je dit, ma voix sonnant étrange, lointaine. J'ai raccroché. Pendant une seconde, je suis resté immobile. Mon cerveau, entraîné à résoudre des problèmes structurels, n'arrivait pas à comprendre ça. Une fille. Et tout de suite, un homme a envahi mon esprit avec le goût amer de la bile, Damien. Ça devait être lui. Mon ex-mari. Le fantôme de mes finances. Le roi du désastre. Même 2 ans après m'en être débarrassé, il trouvait encore des façons de m'entraîner dans son chaos. Et quelle connerie t'as encore faite, Damien, ai-je murmuré en prenant mon sac et mes clés avec des mains tremblantes. Le trajet jusqu'à l'école fut un cauchemar flou. Le trafic de Mexico était à son maximum, une mer de feux rouges et de klaxons furieux. Mais je n'entendais rien. Mon monde s'était réduit au battement de mon cœur dans mes oreilles. Un tambour sourd de peur et de rage. Qu'est-ce qui m'attendait? Une fillette qu'il avait abandonnée? Un piège légal?
Avec Damian, tout était possible. Je me suis garé brusquement devant l'école. C'était un vieux bâtiment en briques, avec des grilles hautes, déjà plongées dans la pénombre. Une seule lumière jaunâtre brillait depuis une fenêtre, le bureau de la directrice. J'ai avalé ma salive en sentant un froid qui n'avait rien à voir avec la nuit. J'ai poussé le portail et je me suis dirigé vers la lumière. Le bureau de la directrice sentait un mélange étrange, désinfectant au pain, café brûlé depuis des heures, et cette odeur particulière de papier vieux et de crayons de couleur qu'ont toutes les écoles. Le bourdonnement d'un néon au-dessus du bureau était le seul bruit. Derrière le bureau, une femme d'environ 50 ans, les cheveux attachés en chignon serré et des lunettes épaisses, leva les yeux. Son visage était marqué par la fatigue et l'impatience. C'était madame, la directrice. « Le Dieu merci », dit-elle, même si son ton n'avait rien de soulagé. Ça sonnait plutôt comme un reproche. « Madame Renata Gomez. »« C'est moi », ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Mon regard parcourait le bureau en cherchant, quoi ? Un indice, une caméra cachée. Et là, je l'ai vue. Sur une chaise en plastique orange, trop grande pour elle, dans le coin le plus sombre du bureau, une petite fille était assise. Elle était incroyablement petite. Elle devait avoir 5, peut-être 6 ans. Elle portait l'uniforme de l'école. Un pull vert bouteille sur une jupe à carreaux. Mais tout était froissé, comme si elle avait été assise là depuis une éternité. Ses cheveux, châtain foncé et lisses, étaient attachés en 2 couettes désordonnées. Elle serrait fort contre elle un sac à dos rose avec une licorne à paillettes, presque aussi grand que son torse. Elle avait les genoux collés contre sa poitrine, ses petits souliers vernis noirs pendant, sans toucher le sol. Mon cerveau logique a essayé de chercher des explications. La fille de la directrice ? Une nièce ? Une élève qui attendait ses vrais parents ? Madame suivit mon regard et poussa un long soupir exaspéré. « Clara, ma chérie, dit-elle, sa voix se radoucissant de façon artificielle. Mais est-ce que c'est la personne qui vient parfois te chercher ? » La petite fille, qui fixait ses chaussures, leva la tête. Lentement, nos yeux se sont croisés, et l'air, tout l'air du monde, a été aspiré hors de mes poumons. Ce n'était pas une reconnaissance, c'était un choc. Un coup physique qui m'a coupé le souffle, comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Ce n'étaient pas mes yeux, ce n'était pas mon nez, ce n'était pas la forme de mon visage. C'étaient les yeux de Damian. Ce n'était pas seulement la couleur, ce ton noisette clair, presque miel, qui autrefois m'avait semblé si charmant, et qui maintenant me rappelait seulement la couleur du mensonge. C'était tout. La forme exacte d'amande. L'inclinaison paresseuse du coin externe. La façon dont les cils, longs et épais, entouraient un regard qui semblait en savoir plus que ce qu'une fillette de 5 ans devrait savoir. J'ai vu sur son visage l'éclair de malice que Damian avait toujours avant de raconter un mensonge. J'ai vu la manière dont elle observait la pièce, la façon dont elle m'observait moi, avec un calme qui ne correspondait pas à une enfant de 5 ans. C'étaient les yeux de l'homme qui m'avait séduite, m'avait trompée, m'avait détruite et m'avait abandonnée. Ils étaient là, en train de me regarder, dans le visage d'une petite fille. Mon porte-documents en cuir, avec les plans de l'hôtel d'Oaxaca, a glissé de ma main et est tombé au sol avec un bruit sourd, éparpillant des stylos et des cartes de visite. Je ne me suis pas enfui, je n'ai pas crié, je suis resté paralysé. La petite fille, Clara, n'a pas couru vers moi. Elle n'a pas dit « maman ». Elle s'est simplement contentée de me regarder avec ce calme terrifiant, et d'une voix minuscule, un murmure qui a à peine brisé le bourdonnement du néon, elle a demandé « Veux-tu es Renata ?» J'ai avalé difficilement. Ma gorge s'était complètement serrée. Je n'ai pu qu'acquiescer de la tête. La petite fille a baissé les yeux vers son sac à dos. Papa Damian a dit que peut-être tu ne viendrais pas. Papa Damian. Les mots ont résonné dans le bureau. Papa Damian a dit que peut-être tu ne viendrais pas. La cruauté de cette phrase. Il ne l'avait pas seulement laissée ici, il l'avait prévenu que moi, l'étrangère, la mère fantôme, je ne viendrais probablement pas non plus. Il avait empoisonné la petite contre moi avant même que je sache qu'elle existait. Madame, ignorante du drame intérieur qui venait d'exploser dans ma tête, s'approcha avec une chemise cartonnée. Madame Gomez, je comprends que vous soyez sous le choc. Franchement, nous le sommes tous. La petite est inscrite ici depuis 3 mois. Les paiements de la scolarité sont à jour, payés en liquide. Mais aujourd'hui, continua-t-elle,
son ton redevenant sévère. Personne n'est venu la chercher. Ni le père, ni la tante autorisée. Les téléphones de Damian Soli et d'une certaine Griselda Reyes sont déconnectés. Hors service. Griselda Reyes. Le nom flottait dans l'air, rejoignant le puzzle. Les papiers. L'ai-je réussi à dire? Ma voix sonnait cassée. Montrez-moi les papiers. Bien sûr. Elle m'a guidé jusqu'à son bureau qui sentait le désinfectant. Elle a ouvert la chemise. Voici la fiche d'inscription, signée par les deux parents comme l'indique le règlement. Elle m'a passé le formulaire, et là, dans une écriture soignée. Formulaire d'inscription, école primaire Benito Juarez. Nom de l'élève, Clara Soli Gomez. Père, Damian Soli. Mère, Renata Gomez. Et en dessous, dans les espaces prévus, 2 signatures. Celle de Damian, avec ses boucles arrogantes et exagérées. Je la connaissais aussi bien que la mienne. Et ensuite la mienne, Renata Gomez. Ma signature parfaite. Chaque courbe, chaque angle, la façon particulière dont mon R se relie à mon G. C'était ma signature. Mais je ne l'avais jamais écrite. Ce n'est pas réel, ai-je murmuré en touchant le papier. Il avait l'air réel. Madame Gomez, dit la directrice, et son ton avait maintenant la dureté de la bureaucratie. C'est un document officiel. Légalement, cette petite fille est votre responsabilité. Monsieur Soli est introuvable. Mademoiselle Reyes est introuvable. Vous êtes le seul contact d'urgence qui reste. Elle me fixa droit dans les yeux. Soit vous l'emmenez immédiatement, soit j'appelle la patrouille. Et je vous assure que la protection de l'enfance et un juge de la famille ne verront pas d'un bon œil une mère, une architecte respectable de la Colonia Roma, qui abandonne sa fille dans une école primaire. C'était un échec et mat. Il m'avait piégé depuis l'ombre, où qu'il soit caché. Damian, le lâche, le fantôme, m'avait mis un pistolet légal sur la tempe. J'ai regardé la petite fille. Ses yeux. Ses yeux à lui. J'ai regardé la directrice. Le visage de la bureaucratie sans visage. J'ai hoché la tête, en me sentant complètement engourdi. Très bien, je vais l'emmener. Madame poussa un soupir de soulagement. Parfait. Signez ici la feuille de sortie, s'il vous plaît. Ironique. Je devais signer pour « libérer » la petite fille que je ne savais même pas être la mienne. Clara n'a rien dit. Elle s'est simplement levée, a mis son sac licorne sur son épaule, sac qui semblait peser 1 tonne, et a marché vers moi. Avec une hésitation qui m'a brisé le cœur, elle a tendu sa petite main moite. J'ai hésité 1 seconde, puis je l'ai prise. Nous sommes sortis du bureau en silence. Je l'ai attachée sur le siège arrière de ma voiture. Le trajet jusqu'à mon appartement, mon sanctuaire, ma forteresse de solitude, fut le plus long et le plus silencieux de ma vie. Ma vie, celle que j'avais reconstruite avec tant de soin, venait d'être envahie. Et l'envahisseuse, qui respirait maintenant doucement sur mon siège arrière, avait les yeux de mon pire ennemi. La porte de mon appartement s'est refermée avec un petit clic, un son qui, d'habitude, m'apportait la paix. Ce soir-là, ça sonnait comme la serrure d'une cellule. Clara resta plantée dans l'entrée, regardant avec ses yeux énormes mon espace minimaliste. Marbre blanc, canapé gris, touche d'acier. C'était un endroit pour adultes, un endroit pour l'ordre. Et elle, c'était le chaos. J'ai faim, dit-elle dans un murmure en regardant le sol. Bien sûr, la faim. Un besoin humain basique que mon cerveau paniqué n'avait même pas pensé à considérer. J'ai des céréales, ai-je dit en me sentant idiote. Et du lait. Elle hocha la tête. Je lui ai préparé un bol de céréales complètes bio, la seule chose que j'avais, pendant qu'elle s'asseyait sur un tabouret du bar de la cuisine, ses pieds se balançant bien au-dessus du sol. Elle a mangé en silence, avec un sérieux méthodique. Quand elle a fini, elle a simplement dit « J'ai sommeil ». Je l'ai emmenée dans la chambre d'amis, celle que j'utilisais comme studio. Je lui ai mis un de mes vieux t-shirts comme pyjama et je l'ai couverte sur le canapé lit. Elle s'est endormie presque instantanément. Ou elle a fait semblant. Moi, par contre, je savais que je ne dormirais pas. Je suis allé à la cuisine et je me suis servi un double whisky, avec des glaçons. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je me suis assise dans le salon, dans le noir, en regardant la porte fermée du studio. Et là,
avec l'alcool qui brûlait ma gorge et la rage qui montait depuis mon estomac, j'ai ouvert la porte de mon musée de la douleur. Ce n'était pas un endroit physique, il était dans ma tête. C'étaient les boîtes poussiéreuses de mon mariage, celles que j'avais enfermées à double tour, en espérant ne jamais les rouvrir. Ce soir-là, je devais le faire. J'avais besoin de comprendre. J'ai ressorti les boîtes de mon divorce, pas seulement les mentales, mais les vraies. Je suis allé dans mon débarras perso et j'ai sorti les cartons étiquetés « Damian légal ». Le premier objet du musée, la fertilité. J'ai trouvé un album photo. Je l'ai ouvert sur un dîner de Noël avec sa famille, dans la grande maison des Lomas. Je souriais, mais mes yeux, mes vrais yeux, étaient tendus. Je me suis rappelé parfaitement cette nuit-là. Sa mère, Madame Iné, une femme avec plus de lacs sur les cheveux que d'âme dans le corps, m'avait pris la main. Ses bagues en diamant m'avaient serré les doigts. « Va, Renata, ma petite », m'avait-elle dit, sa voix faussement douce, dégoulinant de condescendance. « Tu as presque 30 ans. L'horloge ne s'arrête pas, tu sais ? Il faut que tu te détendes, c'est que tu travailles trop. Une femme doit être chaleureuse pour pouvoir concevoir. Avec ce stress à toi, cette ambition, le corps se ferme, tu comprends ? » Et Damian, mon merveilleux mari Damian, assis à côté de moi, s'était contenté d'acquiescer. « Maman a raison, chérie. Prends ça calmement. Tu vois bien que maman se soucie de nous. Nous. Ma carrière, ma passion, mon succès, sont devenus le bouc émissaire de notre manque d'enfants. Lui, bien sûr, refusait de faire des tests de fertilité. Moi ? Renata, s'il te plaît. Je suis insoli. Nous, on est puissants. Le problème, ce n'est pas moi. Il ne mentait pas sur ça, apparemment. Le deuxième objet du musée, les finances et le courrier. Damian gérait la maison. C'était l'accord. J'étais l'architecte, celle qui ramenait l'argent, celle qui signait les contrats. Lui était le responsable administratif de notre foyer, un titre élégant pour quelqu'un qui ne faisait rien d'autre que jouer au golf et gérer le courrier. Je me suis rappelé les piles d'enveloppes qui arrivaient à notre ancien appartement. Il les interceptait toujours. « Ne t'inquiète pas pour ça, reine », me disait-il en triant le courrier avec une efficacité qui, maintenant, me semblait très suspecte. C'est que de la paperasse de la banque, de la pub, des factures. Je m'occupe de tout ce qui est ennuyeux. Toi, concentre-toi sur tes beaux plans. Et je les laissais faire. Pourquoi ? Parce que je suis idiote ? Non. Parce que j'étais épuisé. J'en avais tellement marre de me disputer avec lui pour chaque petite chose, tellement fatigué de ses excuses, de sa paresse, de sa capacité à transformer n'importe quelle tâche en drame en 3 actes, que j'ai simplement cédé. Je l'ai laissé gérer le courrier et les comptes pendant que moi, je gérais la vraie vie, celle qui payait son golf. Ce n'était pas de la stupidité, c'était de l'évitement du conflit. J'ai acheté ma paix, et maintenant je voyais le prix. Un prix de 5 ans, avec des yeux couleur noisette, en train de dormir dans mon studio. Je me suis précipité vers mon classeur actuel. J'ai sorti le dossier Gomez Design Assurance. Ma police. La meilleure que l'argent pouvait payer. Elle couvrait les employés et les personnes à leur charge. À l'époque, Damian était officiellement sur ma liste de salariés comme responsable administratif de mon cabinet, avec un salaire symbolique, mais tous les avantages, pour qu'il ait une assurance santé. Mon sang est devenu froid comme la glace. Si Damian était mon employé, et que j'étais sa femme, ce qui était légal. Et que Clara était, sur le papier, notre fille. Mon Dieu. Le troisième objet du musée, le divorce. J'ai trouvé le jugement de divorce. Divorce sans faute. Quelle ironie. Le processus avait été moche, pas légalement, mais émotionnellement. Damian avait joué le cœur brisé. Il avait joué le rôle de victime à la perfection. Il disait à tout le monde, à ses amis, à ma famille, que c'était moi qui l'abandonnais, que mon cœur froid et mon obsession pour le travail avaient tué l'amour. Sa mère, Madame Iné, m'avait appelé un jour en hurlant si fort que j'avais dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Salope égoïste !» Stérile, m'avait-elle crié, sa voix de grande dame brisée par l'hystérie. « Tu vas mourir seul, entouré de tes plans stupides. Mon fils t'a tout donné, et toi tu l'as jeté. » Et une partie de moi, une petite partie stupide, l'avait cru. Maintenant, en regardant la porte fermée du studio,
la vérité se reconfigurait. Il ne m'avait pas quitté parce que j'étais froide. Il n'était pas dévasté. Pendant que je pleurais dans mon nouvel appartement vide, lui jouait à la petite famille. Il ne s'était pas divorcé de moi. Il m'avait remplacé. Il avait eu un enfant avec une autre femme pendant qu'il était marié avec moi, et ensuite, avec une cruauté calculée, il avait fait de moi la mère légale de cet enfant. Pourquoi? Pour éviter la pension alimentaire. Pour se moquer de moi. J'ai regardé l'horloge. 3 heures du matin. L'enquête ne faisait que commencer. La rage, une rage froide et précise comme un scalpel d'architecte, a commencé à remplacer le choc. Damien ne m'avait pas seulement trompé, il m'avait utilisé comme un bouclier légal, financier et moral. Bon, on va voir, ai-je murmuré dans l'obscurité. Bon, on va voir, Damien. On va voir qui est responsable de quoi. Je n'ai pas dormi une seule minute. Quand le premier rayon de soleil gris de la ville est entré par la grande fenêtre, j'étais déjà habillé, une deuxième tasse de café noir à la main, et un plan de bataille dans la tête. Clara s'est réveillée à 7 heures du matin. Elle est sortie du studio en traînant les pieds, enveloppée dans mon t-shirt qui lui arrivait aux chevilles. Elle avait l'air petite et perdue. J'ai faim, dit-elle, sa voix encore enrouée de sommeil. La partie humaine en moi, la partie qui n'était pas un chaos de rage et de calcul juridique, a ressenti une pointe de quelque chose. Heureusement, j'ai fait des pancakes, ai-je dit en montrant une assiette. J'avais trouvé une boîte de préparation au fond de mon placard. Elle a mangé en silence, méthodiquement, comme la veille au soir. C'était une enfant étrangement silencieuse. « Tu vas m'emmener à l'école ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son assiette. « Pas aujourd'hui, Clara » lui ai-je dit, ma voix plus douce que ce que je ressentais. « Aujourd'hui, on doit faire des courses importantes. » Ma première course fut d'appeler ma meilleure amie, Anna. Anna était graphiste, la seule personne qui avait vu l'enfer de mon mariage de près et qui était restée. « Anna » ai-je dit, ma voix se brisant pour la première fois en 24 heures. « J'ai besoin du plus grand service de ta vie, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. Tu peux garder une petite fille pour la journée ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Une petite fille » dit Anna, sa voix pleine d'incrédulité. « Renata, ça va? Tu t'es cogné la tête? Tu as adopté un chien et ils t'ont donné un enfant par erreur? » C'est compliqué, ai-je dit, les larmes me brûlant les yeux. C'est la fille de Damien. Et je crois que légalement, c'est aussi la mienne. Un autre silence, plus long, plus lourd. « Mon Dieu » murmura Anna. « Ramène-la tout de suite. Et apporte du café. Beaucoup de café. Et apporte les pancakes. Les miens ont le goût de carton. » J'ai laissé Clara chez Anna, qui la regardait avec un mélange d'horreur et de compassion. Anna, bénie soit-elle, lui a donné son iPad et un jus, et la petite s'est plongée dans Peppa Pig comme si sa vie en dépendait. « Renata » dit Anna en me prenant le bras. « Qu'est-ce que tu vas faire? »« Je vais à la guerre » ai-je répondu, ma voix redevenue ferme. Ma première destination, le registre civil. Pas celui de mon quartier, le central. Le bâtiment était un monument à la bureaucratie grise. Il sentait le papier vieux, l'encre et le désespoir. J'ai fait la queue pendant 1 heure, entouré de jeunes couples qui venaient se marier et de familles qui enregistraient des nouveau-nés. L'ironie était tellement lourde que j'avais du mal à respirer. Quand mon tour est arrivé, ma voix était d'acier. Bonjour. J'ai besoin d'une copie certifiée de l'acte de naissance de Clara Soli Gomez, née le 15 mai, il y a 5 ans. Relation avec la mineure, demanda le fonctionnaire sans lever les yeux de son écran. Je suis Renata Gomez, ai-je dit, et les mots m'ont brûlé la gorge. Je suis la mère. Après avoir payé la démarche, j'ai attendu encore 40 minutes sur une chaise en plastique inconfortable. Finalement, on a crié mon nom. On m'a remis la feuille encore chaude, sortie de l'imprimante. Un document officiel. Acte de naissance. États-Unis mexicains. Nom, Clara Soli Gomez. Père, Damien Soli. Mère, Renata Gomez. Lieu d'enregistrement, Veracruz. Veracruz. Là où Griselda, l'assistante, la cousine lointaine, était soi-disant partie voir sa tante malade. Et là, tout en bas, les signatures. Celle de Damien, arrogante. Et la mienne.
Je l'ai regardé sous la lumière fluorescente du plafond. C'était ma signature, mais ce n'était pas ma signature. C'était un dessin soigneux fait par quelqu'un qui avait pratiqué, quelqu'un qui avait vu ma signature sur des chèques, des contrats, des mots d'amour, quelqu'un qui me détestait assez pour voler mon identité et la coller sur son mensonge. J'ai pris l'acte et je suis sorti du bâtiment. Le soleil du matin m'a frappé, mais je sentais un froid glacé. J'avais la preuve. Damien Soli, mon ex-mari, avait commis un délit fédéral. Je n'ai pas conduit vers la maison, mais vers mon bureau. Ma forteresse. Je me suis assise à mon bureau et j'ai posé l'acte devant moi. La question n'était plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était écrit là, noir sur blanc, tampon officiel. La question restait, pourquoi? Pourquoi faire de moi la mère? Pourquoi ne pas simplement m'exclure de sa nouvelle vie? S'il a divorcé de moi 2 ans après, pourquoi m'attacher à lui par cette petite fille? Et puis, comme un éclair, la réponse m'a frappé. La police d'assurance. J'ai attrapé le téléphone, j'ai appelé la compagnie d'assurance. J'ai passé 1 heure à écouter de la musique d'attente et à être transféré d'un conseiller à un spécialiste, mais finalement, j'ai eu un superviseur. Oui, Madame Gomez. En quoi puis-je vous aider, dit une voix lasse. J'ai besoin de l'historique de toutes les demandes faites sur ma police d'entreprise d'il y a 5 ans, spécialement pour les personnes à charge enregistrées pour Damien Soli. Un instant, s'il vous plaît. Le bruit du clavier était insupportable. D'accord. Je vois Monsieur Soli et la bénéficiaire Clara Soli Gomez, ajoutée en juin, il y a 5 ans. Mon cœur s'est serré avec force. Oui, il y a eu des demandes importantes, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Oh, oui, dit le superviseur, avec une voix détachée qui m'a retourné l'estomac. Je vois une série de frais importants d'une clinique de maternité à Veracruz. Un accouchement compliqué, on dirait. Et ensuite, oui, des frais récurrents de l'hôpital pour enfants de Veracruz. Il semble que la petite ait une maladie respiratoire chronique. Asthme sévère. Il y a des demandes pour des milliers de pesos en médicaments pour nébuliseurs. Asthme. Médicaments. Des milliers de pesos. J'ai raccroché. Je n'ai même pas dit merci. Il n'avait pas seulement utilisé mon nom, il avait utilisé mon argent. Il avait utilisé l'assurance de mon entreprise, l'entreprise que j'avais construite depuis zéro, pour payer les factures médicales de la fille qu'il avait eue avec une autre femme. Il m'avait transformé, sans que je le sache, en la sponsor officielle de sa trahison. Ce n'était pas un crime de passion, c'était une fraude. Une fraude calculée, froide et méthodique, qui durait depuis 5 ans. La rage était si intense que j'avais la tête qui tournait. C'était un goût métallique dans ma bouche, un bourdonnement dans mes oreilles. Mais la rage seule ne gagne pas des batailles légales. Il me fallait l'arme finale, la pièce qui relierait la signature falsifiée à lui. J'ai cherché sur Google, expert en graphoscopie Mexico. J'en ai trouvé un, le meilleur. Benitez et associés, spécialiste en fraude corporative et litige. Parfait. J'ai appelé, j'ai inventé une urgence corporative, un associé qui aurait falsifié un contrat, et j'ai obtenu un rendez-vous express pour l'après-midi même. J'ai conduit jusqu'à son bureau à Polanco. J'avais avec moi l'acte de naissance certifié, une copie de mon passeport, ma carte électorale, et mon contrat de divorce. Des documents où ma vraie signature et celle de Damien étaient incontestables. Monsieur Benitez était un homme âgé, soigné, avec des lunettes posées au bout du nez et la patience d'un moine. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux vifs analysant non seulement les papiers, mais aussi moi. Monsieur Benitez, lui ai-je dit, ma voix professionnelle même si j'étais en plein chaos à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de savoir si la signature Renata Gomez est fausse. Je le sais déjà. J'ai besoin que vous me confirmiez qu'il a falsifié. J'ai posé l'acte et le jugement de divorce côte à côte. J'ai besoin de savoir si la personne qui a signé Damien Soli a aussi signé Renata Gomez. Il a hoché la tête lentement. Ah, dit-il avec un demi-sourire triste. L'amour et l'argent. Les 2 raisons pour lesquelles les gens détruisent leur vie avec un stylo. Il a pris les documents et les a emmenés sur sa table lumineuse. Il a mis une loupe de joaillier. L'intéressant. Murmura-t-il. Ce n'est pas un travail d'amateur. La personne a pratiqué. Il m'a montré avec un pointeur. Regardez ici. Votre vraie signature,
dit-il en montrant mon passeport. L'aile est fluide, rapide. La pression est constante. C'est la signature de quelqu'un qui signe beaucoup, qui a confiance. Maintenant, regardez celle de l'acte, dit-il, sa voix devenant clinique. C'est un tracé hésitant, c'est un dessin de votre signature. La pression n'est pas naturelle, elle s'arrête et recommence à des endroits illogiques. Le crochet de votre G est trop prononcé, trop identique à celui du contrat. La personne qui a fait sa copiait, elle ne signait pas. Et Damian, ai-je demandé, mon cœur cognant dans ma poitrine. Là, monsieur Soli, dit Benitez. Il alluma un microscope numérique et projeta la signature de Damian sur un écran. Une signature arrogante. Beaucoup de pression, penché vers la droite, et regardez ceci. Il projeta la signature falsifiée de Renata à côté. Regardez la boucle du beau dans Gomez. Maintenant regardez la boucle du beau dans Soli. Identique. Regardez l'angle d'attaque du R et du D. C'est la même main, Madame Gomez. La même main qui essaie d'écrire avec deux personnalités différentes. Je me suis adossé à la chaise. C'était une confirmation, mais le voir décomposé scientifiquement. Vous pouvez mettre ça par écrit, ai-je demandé. Ma voix était presque inaudible. Le rapport technique complet prendra quelques heures. Mais oui. C'est pour un divorce? C'est pour pire que ça, ai-je répondu. J'en ai besoin pour demain matin. Vous l'aurez, dit-il. Payez le supplément urgence à la réception. Je suis sorti de son bureau. Il était 14 heures. Je n'avais pas mangé, je n'avais pas dormi. Je ne sentais plus rien, à part un bourdonnement électrique sous ma peau. J'ai conduit sans but. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Clara était là-bas. Je ne pouvais pas aller au bureau. Mon travail me paraissait trivial. Je ne pouvais pas aller chez Anna. Je ne voulais parler à personne. Je me suis retrouvé sur le parking d'un parc, un de ces parcs oubliés au sud de la ville. J'ai coupé le moteur. Le silence de la voiture était assourdissant. Et j'ai attendu. À 16h30, mon téléphone a vibré. Un email de srbonitesbenito@grafox.com. Objet, rapport graphoscopique 881 BO confidentiel. Je l'ai ouvert. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. C'était un PDF de 10 pages, plein de jargon technique, de comparaisons côte à côte, de flèches rouges et vertes. Et à la fin, sur la dernière page, la conclusion. Avec une certitude professionnelle de 99,99%. Il est conclu que la signature attribuée à Renata Gomez dans l'acte de naissance numéro de folio XXX est une falsification. De plus, elle partage de nombreuses caractéristiques de tracé, de pression, de rythme et de morphologie avec la signature authentique de Damian Soli, ce qui suggère, au-delà de tout doute raisonnable, que Monsieur Soli est l'auteur des deux signatures. J'ai lu cette phrase 3 fois. 4. Elle suggère, au-delà de tout doute raisonnable, que Monsieur Soli est l'auteur des deux signatures. J'ai fermé le téléphone, et tout le contrôle, toute l'architecture de mon sang-froid, toute la façade de professionnalisme que j'avais maintenue pendant 24 heures, s'est brisée. Ce n'était pas un petit sanglot discret. C'était un cri. Un cri venu du plus profond de mon être. Un son guttural, animal, de pure rage et de pure douleur. J'ai frappé le volant encore et encore avec la paume de mes mains jusqu'à ce qu'elle me brûle. « Fils de pute » ai-je hurlé, ma voix se brisant. « Fils de... Tu m'as volé. » J'ai frappé le tableau de bord. 10 ans. Tu m'as volé 10 ans de ma vie. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'architecte de 29 ans, jeune et naïve, qui croyait que son ambition était le problème. J'ai pleuré pour l'épouse qui se sentait stérile et froide, alors que son mari non seulement avait un bébé, mais utilisait mon assurance pour le payer. J'ai pleuré pour la femme d'affaires qui avait été assez naïve pour laisser un homme charmant et paresseux gérer ses finances et son courrier. J'ai pleuré pour l'humiliation. J'ai pleuré pour la fraude. J'ai pleuré pour l'injustice cosmique de tout ça. J'ai pleuré pour le fait que pendant que je me battais pour construire un empire pour nous deux, lui signait littéralement des faux chèques avec mon nom, utilisant mon propre argent pour payer l'asthme de sa fille illégitime. Ce fut l'effondrement le plus laid, le plus solitaire et le plus privé de ma vie. Il a duré 15 minutes. Quand j'ai fini, j'étais vide, trempé de sueur et de larmes. Ma gorge était en feu.
Je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux étaient rouges et gonflés. Mon maquillage de marque avait coulé sur mes joues. J'avais l'air d'une folle. Et dans cette folie, j'ai trouvé la clarté la plus terrifiante que j'ai jamais ressentie. La femme qui avait pleuré dans cette voiture n'existait plus. Elle s'était brisée en 1000 morceaux. Celle qui restait était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne ressentait plus de douleur, seulement de la glace. Avec un calme qui n'était pas de la paix, mais quelque chose de beaucoup plus dangereux, j'ai sorti un mouchoir, je me suis essuyé le visage, je me suis recoiffé, et j'ai remis le moteur en marche. Le calme que j'ai ressenti alors n'était pas de la sérénité. C'était le calme de l'œil d'un ouragan. Le calme froid et précis d'une démolition sur le point de commencer. Il n'y avait plus de tristesse, plus de confusion. Seulement un plan. Les larmes, c'était fini. C'était l'heure de chasser. Mon premier appel n'a pas été à la police. La police est désordonnée, lente. Moi, j'avais besoin de précision chirurgicale. Mon premier appel fut à mon avocat, le licencié moral, un vieux requin aux cheveux gris, toujours parfaitement habillé, qui avait géré mon divorce avec l'efficacité d'un tueur à gages. Renata, quel plaisir, dit sa voix grave au haut-parleur de la voiture. Des problèmes avec l'accord de divorce? Damien t'ennuie avec la pension qu'il ne paie pas? Le pire, licencié. Beaucoup pire, ai-je dit, ma voix métallique, étrange à mes propres oreilles. J'ai besoin que vous libériez votre agenda demain matin, et j'ai besoin que vous rédigiez des documents. Cette fois, licencié, c'est pénal. Je lui ai tout raconté. Depuis l'appel de l'école à 18h42 jusqu'au rapport de l'expert que je venais de recevoir. Chaque détail sordide. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Le seul bruit était sa respiration. Mon Dieu, dit finalement Moral, et je crois que c'était la première fois que je l'entendais sonner impressionné. Renata, j'ai 40 ans de carrière. J'ai vu des fraudes de plusieurs millions, des infidélités dignes des scénarios de telenovela, des disputes d'argent qui finissent dans le sang. Mais ça, c'est la fraude la plus effrontée, la plus cruelle et la plus personnelle que j'ai vue de toute ma carrière. C'est presque artistique dans sa méchanceté. Je suis contente que vous l'appréciez, ai-je dit sèchement. J'ai un dossier, non? Moral laissa échapper un rire sec, comme un aboiement. Un dossier, Renata? Tu n'as pas un dossier. Tu as une bombe atomique. Falsification de documents publics fédéral. Usurpation d'identité. Fraude à l'assurance. Abandon de mineurs. C'est un désastre pénal prêt à exploser. On pourrait le détruire. L'excellent, ai-je dit en sentant la première pointe de satisfaction. J'ai besoin que vous prépariez 2 séries de documents pour demain, et j'ai besoin de votre plus grande salle de réunion. À 10h. 2 séries de documents, demanda-t-il, sa voix retrouvant son ton de requin. La première, ai-je dit, sera la plainte pénale complète, avec tout dedans. Le rapport de l'expert, les copies de l'acte, l'historique de l'assurance, tout, prêt à être déposé au ministère public. Et la seconde? La seconde sera un accord. Un accord privé. Un accord? Renata, avec tout le respect, cet homme mérite la prison. Je sais, licencié, ai-je dit en prenant un virage serré. Je le sais. Mais la prison, c'est rapide. C'est facile. Il serait juste une victime de plus du système. Moi, je ne veux pas ça. Je veux la justice. Ma justice. Il y eut une autre pause. Puis Moral rit, cette fois avec une vraie admiration. Renata Gomez, dit-il. J'aime ta façon de penser. 10h, demain, à mon bureau. Amène tout, et profite de ta soirée. Je crois que demain va être une journée très divertissante. J'ai raccroché. Divertissante n'est pas le mot que j'aurais choisi. Cathartique, peut-être. Restait l'invitation. Je n'allais pas appeler Damien. C'est un relâche. Il se cacherait. Je devais appeler la reine des rats, la seule personne que Damien ne pouvait pas désobéir. J'ai cherché dans mon téléphone un numéro que je n'avais pas appelé depuis 2 ans. Je l'avais sauvegardé sous le nom « Ne pas répondre sorcière ». J'ai composé. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? La voix aiguë, noyée de parfum cher et de mépris, de Madame Inet, mon ex-belle-mère.
Bonjour, belle maman, ai-je dit. Ma voix dégoulinait d'une douceur venimeuse que j'avais apprise d'elle. Il y eut un silence choqué. Je pouvais entendre sa respiration lourde. Renata, comment oses-tu? Je vous appelle avec des nouvelles concernant votre fils, les yeux coupés, ma voix devenant glaciale. Votre petit chéri, votre adoré Damien. Il s'avère que votre bébé a des problèmes. Qu'est-ce que tu as encore fait, sorcière? C'est sûrement ta faute. Tu veux plus d'argent, c'est ça? Je savais que. Il a de sérieux problèmes pénaux, innés, les yeux coupés une nouvelle fois. Falsification de documents fédéraux. Fraude. Des choses qui peuvent l'envoyer en prison pour très, très longtemps. J'ai entendu une inspiration brusque. Tu mens. C'est toi la menteuse. Le bureau du licencié moral. Demain, 10 heures précises. Et amenez Damien, si vous tenez à ce qui va lui arriver. Mais tu ne peux pas. Tu n'oserais pas. Là, une chose de plus, ai-je ajouté, comme si ça venait de me traverser l'esprit. Dites-lui d'amener aussi Griselda Reyes. Je sais qu'il sait où elle est. L'avenir de vous trois dépend de cette réunion. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse pousser un autre cri. Le piège était posé. Je savais qu'elle viendrait. Madame Iné ne pouvait pas résister à un drame, et elle ne supporterait pas l'idée que son bébé parfait ait des problèmes. Elle le traînerait jusque-là, même par les oreilles. Mon dernier acte de la journée fut d'aller chez Anna. Merci, lui ai-je dit en prenant une Clara endormie sur le canapé. Ça va, demanda Anna, ses yeux pleins d'inquiétude. Tu fais peur. Je n'ai jamais été aussi bien, Anna, ai-je répondu en installant la petite dans mes bras. Elle semblait étrangement légère. Demain je récupère ma vie. La salle de réunion du licencié moral était le décor parfait pour une exécution. Tout était en bois sombre, de la caoba, des livres de droit reliés en cuir qui sentaient la poussière et le pouvoir, et une table de conférence tellement longue et polie qu'elle ressemblait à un miroir sombre. Je suis arrivé à 9h45. Je portais mon armure, un tailleur noir parfaitement coupé. Mes cheveux, habituellement lâchés, étaient attachés en un chignon bas, sévère. Mon maquillage était minimal, mais précis. Je me suis assise en bout de table, pas sur la chaise du client, mais sur la chaise du pouvoir. Le licencié moral s'est assis à ma droite, comme un conseiller de guerre. Sur la table, devant moi, il y avait 2 chemises en cuir identiques, une rouge et une bleue, et une bouteille d'eau non ouverte. À 10h05, la porte s'est ouverte brusquement, sans frapper, et ils sont entrés tous les 3, comme dans une mauvaise pièce de théâtre. Damien entra le premier, poussé par sa mère. Il portait une chemise en lin froissé, n'était pas rasé, et avait l'air irrité, comme un enfant qu'on a réveillé de sa sieste. Madame Iné venait derrière, vibrante de colère, morale. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage était un masque de guerre, et ses bijoux tintaient à chaque pas indigné. Et derrière eux, comme une ombre rancunière, venait Griselda. Elle avait l'air amaigrie, des cernes, mais ses yeux brillaient d'un venin défiant. Elle tenait Damien par le bras avec une possessivité féroce. Renata, hurla Iné avant que la porte ne se referme. Sa voix brisa le silence solennel. C'est quoi, ça? C'est quoi encore cette folie que tu as inventée? Où est ma petite fille? Je sais que tu l'as enlevée. J'appelle la police. Damien se passa la main dans les cheveux, avec ce sourire arrogant que j'avais tant haï. Renata, mon amour, ça suffit tes drames, tu veux bien? Qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent du divorce? Est-ce que ce n'était pas suffisant de tout garder pour toi? Je n'ai rien dit. Je les ai simplement regardés. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé leur fausse indignation rebondir sur les murs de bois et mourir. Je les ai observés pendant qu'ils s'asseyaient, mal à l'aise, en face de moi. 3 petits rats entraient directement dans le piège. Griselda n'a pas supporté le silence. Elle s'est penchée en avant, sa voix aiguë et pleine de venin. Ça suffit, laisse-le tranquille, vieille stérile, cracha-t-elle. Le mot « stérile » resta suspendu dans l'air. Tu comprends pas? Tu as perdu. Il m'a choisi moi, une vraie femme, une qui peut lui donner des enfants, pas une machine à travailler froide comme toi. Griselda, s'il te plaît, tais-toi, murmura Damien, l'air nerveux pour la première fois. Je ne me tais pas, hurla-t-elle,
son visage virant au rouge. À toi avec ton petit bureau et tes tailleurs chers, tu n'as pas pu lui donner un enfant, alors Damian a dû chercher ailleurs. Et maintenant tu veux lui enlever la seule bonne chose qu'il a. Tu devrais être à genoux en train de le remercier et de payer pour le privilège que ton nom soit sur l'acte de ma fille. La salle retomba dans un silence mortel. Le licencié moral leva un sourcil, impressionné. Je regardai Griselda droit dans les yeux. Merci, ai-je dit. Ma voix était basse et calme. Merci de confirmer devant mon avocat ta participation active dans la fraude. On va le noter. Le sourire de Griselda vacilla. Finalement, j'ai regardé Damian. Là, asseyez-vous tous les trois. Ma voix n'était pas forte, mais elle a fendu l'air comme un fouet. Et pour la première fois de leur vie, ils ont obéi sans discuter. Renata, sérieux, commença Damian en essayant de reprendre le contrôle, avec son ton d'homme, raisonnable. C'est ridicule. Il y a eu une erreur à l'école. Un malentendu. Tu n'avais pas besoin de... Le silence, ai-je dit. Je me suis tourné vers mon avocat. Licenciado moral, auriez-vous l'amabilité d'expliquer à nos invités pourquoi ils sont ici, puisqu'ils semblent ne pas comprendre? Moral se pencha sur sa chaise, joignant le bout des doigts. Sa voix grave remplit la salle. Nous sommes ici, dit-il, sa voix résonnant avec l'autorité de la loi. Pour discuter de l'article 243 du Code pénal fédéral. Falsification de documents publics. Spécifiquement, il fit une pause dramatique. Des actes de naissance. Je vis Damian avaler sa salive. Je vis Iné froncer les sourcils, confuse. Je vis Griselda se mordre la lèvre. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Damian, mais sa voix n'était plus qu'un fil. Bien sûr que si, ai-je dit, en me penchant pour la première fois en avant. Mais ce n'est pas tout, Damian. Nous sommes aussi ici pour l'article 241, usurpation d'identité, et mon préféré, l'article 386, fraude. Madame Iné regardait Damian, puis moi, comme dans un match de tennis. Damian, de quoi elle parle, cette folle? Dis quelque chose, Damian. Il tenta un dernier petit sourire arrogant. Il se redressa. Elle bluffe. Maman, elle n'a rien. Elle veut juste nous faire peur. Je n'ai rien, répétai-je, savourant les mots. C'est la partie la plus triste de toute cette histoire, Damian. Qu'après 10 ans, tu crois encore que je suis stupide. Je me suis levé doucement. L'heure de montrer les cartes. Mais tu dis que je n'ai rien, répétai-je, ma voix basse et contrôlée. Le seul son dans la salle était ma respiration et le bourdonnement de la climatisation. Je marche lentement derrière ma chaise, et je pose mes mains sur le dossier en cuir. Damian, tu as toujours sous-estimé mon ambition. Tu pensais que c'était un défaut. Mais mon ambition m'a appris quelque chose que toi, tu n'as jamais su faire, mes devoirs. D'un geste théâtral, j'ai pris la chemise rouge et je l'ai ouverte. L'expertise graphoscopique et documentoscopique. Numéro de dossier 881B. Réalisé par Benitez et Associés, dis-je en lisant le titre à haute voix. Je l'ai fait glisser sur la longue table en caoba. Le bruit de la chemise frottant le bois fut le seul son. Elle s'arrêta juste devant Damian. Il la regarda comme si c'était un serpent venimeux. Ouvre, ai-je ordonné. Ses mains tremblaient. Griselda et Iné se penchèrent pour voir. Avec des doigts maladroits, il l'ouvrit. La première page était le résumé. Il vit les images comparatives. Sa signature sur notre accord de divorce, à côté de la signature falsifiée de Renata Gomez, sur l'acte de naissance de Clara, avec des flèches rouges indiquant les similitudes. Le rapport conclut, dis-je en marchant vers la fenêtre, leur tournant le dos un instant pour montrer mon contrôle total. Qu'avec une certitude professionnelle de 99,99%, ces deux signatures, Damian, ont été faites par la même main. Je me retournai. Ta main. La couleur disparut du visage de Damian. Il ne devint pas seulement pâle, il vira au gris verdâtre. Non, non, c'est un montage, c'est un piège. Murmura-t-il. Madame Iné arracha le papier. Ses yeux d'aigle se déplacèrent rapidement sur les lignes. Je ne comprends pas ce jargon. Tu mens? Ça veut dire, belle maman, dis-je en revenant à la table. Que ton petit chéri s'est assis, a pratiqué ma signature,
et est ensuite allé à Veracruz pour signer mon nom sur l'acte de naissance de sa fille illégitime. Un délit fédéral. Un délit qui se paie, n'est-ce pas, licencié, avec combien d'années? De 4 à 8 ans de prison, minimum, Madame Gomez, répondit Morale sans cligner des yeux. Griselda poussa un cri étouffé. Madame Inès se tourna vers son fils, son visage une pure horreur. Pas à cause de la fraude, mais parce que son mensonge avait été exposé d'une façon aussi pathétique. Damian, c'est vrai? Damian, regarde-moi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Damian ne pouvait pas la regarder. Il me regardait moi, avec ses foutues yeux noisettes remplis d'une panique animale. Et ensuite, continuai-je, sans pitié, en sortant l'autre paquet de feuilles de la chemise rouge. Il y a la fraude à l'assurance. Je les lancai sur la table. Elles se répandirent comme une main de poker gagnante. Relevé de compte. Ma police d'entreprise. 5 ans de frais. Clinique de maternité de Veracruz. Hôpital pour enfants de Veracruz. Au total, dis-je en consultant ma note. 582 000 pesos en dépenses médicales pour ta fille. Payé par mon entreprise. Payé par moi. Maintenant, Damian transpirait visiblement. Il se leva d'un coup, sa chaise tombant en arrière avec un bruit sourd. Non, tu ne comprends pas, hurla-t-il, sa voix se brisant dans une hystérie. Je devais le faire. Je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix, demandai-je, ma voix dangereusement calme. Oui, Clara. Clara était malade, dit-il, ses yeux cherchant désespérément une excuse qui pourrait marcher. Très, très malade. Elle avait besoin d'une opération. Une opération à cœur ouvert. C'était une urgence vitale. Et toi, tu avais la meilleure assurance, une assurance que tu n'utilisais même pas. Je protégeais juste ma fille. Je protégeais la vie de ma fille. Une opération à cœur ouvert. Un mensonge tellement désespéré, tellement pathétique, tellement Damian. La salle resta parfaitement silencieuse. Madame Inès et Griselda le regardaient, leur visage partagé entre l'horreur et l'espoir que ce soit vrai. Et puis, j'ai souri. Ce n'était pas un joli sourire. C'était un sourire froid, sans humour, qui n'atteignait pas mes yeux. Un mensonge, dis-je, savourant le mot. Quel mensonge pathétique, Damian. Même maintenant, tu ne peux pas t'en empêcher. Je me suis approché de lui, toujours debout et tremblant. J'ai parlé avec la clinique à Veracruz. J'ai parlé avec l'hôpital. J'ai vérifié chaque foutue facture. Je mentais pour les appels, mais pas pour les factures. Ta fille a de l'asthme. De l'asthme sévère. Oui, c'est grave. Mais il n'y a pas eu d'opération du cœur. Tu as utilisé plus d'1 demi-million de pesos de ma police pour payer des inhalateurs, des nébuliseurs, et des visites de routine chez le pédiatre pendant 5 ans. Je me suis penché jusqu'à ce que nos visages soient à quelques centimètres. Mais tu as menti à ta maîtresse, tu as menti à ta mère, et tu m'as utilisé, moi. Tout ça pour quelques foutus inhalateurs que tu ne voulais pas payer de ta poche. Le silence qui a suivi fut absolu. L'effondrement de Damian fut total. Il s'est dégonflé. Ce n'était plus l'homme arrogant, mais un enfant apeuré, pris dans un mensonge trop stupide. Madame Inès regardait son fils avec une horreur glaciale encore une fois, pas pour la fraude, mais pour la honte. Griselda fut la première à bouger. Elle se leva. Ses yeux étaient deux pluies de haine. Elle lui gifla le visage. Paf. Le son résonna dans la salle de réunion, si fort que j'ai sursauté. Un menteur, hurla-t-elle, sa voix brisée par la fureur. Fils de... Tu m'as dit qu'elle savait. Tu m'as dit que la vieille stérile était d'accord pour nous aider parce qu'elle se sentait coupable. Tu m'as dit que tout était légal. Damian porta la main à sa joue rouge, trop choqué pour réagir. Et moi, je regardais la famille Soli se dévorer elle-même, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une satisfaction froide, profonde, absolue. Le spectacle ne faisait que commencer. Si tu es toujours là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en commentant le chiffre 1 en bas. Comme ça, je saurai que tu m'as mis un like et que tu m'accompagnes dans ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le chiffre 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. Le chaos a éclaté. Griselda frappait Damian sur la poitrine en criant « Menteur,
pendant qu'il essayait de se protéger. Madame Iné était debout, une main sur le cœur, gémissant. Mon fils. Mon Damian. Ce qu'ils t'ont fait. Comme si c'était lui la victime. J'ai laissé le drame se dérouler pendant 1 minute entière. Je les ai laissés se rouler dans leur propre misère. Finalement, le licencié moral frappa la table de la paume de la main. Un coup sec, autoritaire. Le silence, rugit sa voix grave, remplissant la salle. Ce n'est pas le marché, ici. Asseyez-vous. Comme des enfants grondés, ils se sont tus. Griselda s'éloigna de Damian, tremblante de rage. Iné s'effondra sur sa chaise, sortant un mouchoir en dentelle. Damian resta debout, la chemise froissée, une marque rouge sur la joue. Maintenant, dit Moral en ajustant ses boutons de manchette. Madame Gomez vous a présenté les faits, confirmés par des preuves techniques. À présent, c'est à moi de vous présenter les conséquences. Il montra la chemise rouge restée ouverte sur la table. Chemise rouge, dis-je. Ma voix coupant la tension. C'est l'option A. L'option publique. Cette chemise, continua Moral, contient la plainte pénale complète. Falsification de documents publics, fraude à l'assurance, usurpation d'identité, abandon de mineur. Ici, il regarda Damian. Pour avoir laissé Clara à l'école. Et pour vous deux, il regarda Iné et Griselda. Recel, complicité, et dans votre cas, Madame Iné, possiblement faux témoignage, ayant donné des déclarations mensongères pendant le divorce de votre fils. Non, je ne savais rien, commença Iné, sa voix tremblant. Vous saviez tout, l'interrompis-je, sans pitié. Vous saviez pour la petite, vous saviez pour Griselda. Je l'ai compris au moment où vous m'avez traité de stérile et de salope égoïste. Vous avez célébré le divorce en sachant que votre fils était le seul coupable. Vous êtes aussi complice que lui. La plainte est prête, continua Moral comme si je n'avais pas parlé point. Si Madame Gomez signe la dernière page, je la dépose personnellement au ministère public aujourd'hui même. Griselda s'éloigna de Damian, tremblante de rage. Iné s'effondra sur sa chaise, sortant un mouchoir en dentelle. Damian resta debout, la chemise froissée, une marque rouge sur la joue. Maintenant, dit Moral en ajustant ses boutons de manchette. Madame Gomez vous a présenté les faits, confirmés par des preuves techniques. À présent, c'est à moi de vous présenter les conséquences. Il montra la chemise rouge restée ouverte sur la table. Chemise rouge, dis-je. Ma voix coupant la tension. C'est l'option A. L'option publique. Cette chemise, continua Moral, contient la plainte pénale complète. Falsification de documents publics, fraude à l'assurance, usurpation d'identité, abandon de mineur. Ici, il regarda Damian. Pour avoir laissé Clara à l'école. Et pour vous deux, il regarda Iné et Griselda. Recel, complicité, et dans votre cas, Madame Iné, possiblement faux témoignage, ayant donné des déclarations mensongères pendant le divorce de votre fils. Non, je ne savais rien, commença Iné, sa voix tremblant. Vous saviez tout, l'interrompis-je, sans pitié. Vous saviez pour la petite, vous saviez pour Griselda. Je l'ai compris au moment où vous m'avez traité de stérile et de salope égoïste. Vous avez célébré le divorce en sachant que votre fils était le seul coupable. Vous êtes aussi complice que lui. La plainte est prête, continua Moral comme si je n'avais pas parlé. Si Madame Gomez signe la dernière page, je la dépose personnellement au ministère public aujourd'hui même. Damian, au vu des preuves, tu risques une peine de 4 à 8 ans de prison fédérale. Sans liberté sous caution, à cause du risque de fuite. Griselda, de 1 à 3 ans pour complicité. Madame Iné, à votre âge, n'importe quel temps en prison ressemble à une peine à vie. Iné poussa un gémissement d'animal blessé et porta son mouchoir à sa bouche. Damian se brisa enfin. Les larmes de crocodile commencèrent à couler. Il s'effondra sur sa chaise et me regarda. Renata, s'il te plaît, sanglota-t-il. Bébé, s'il te plaît. Fais pas ça. C'était une erreur. J'avais peur. Tu ne sais pas ce que c'est. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme pour qui, autrefois, j'avais cru que je pourrais mourir. Peur, ai-je demandé. Peur de quoi, Damian? D'être un homme?
D'être un père? D'affronter les conséquences de tes actes? Tu n'avais pas peur, tu étais confortable. Tu m'as utilisé pendant 10 ans comme ton distributeur automatique, comme ton bouclier social, comme ta servante, et à la fin comme ton assurance et ta couverture légale. Je me suis penché au-dessus de la table, mon visage à quelques centimètres du sien. La prison, c'est l'option de la chemise rouge. Et crois-moi, tu la mérites. Je les ai laissés goûter cette idée. Je les ai laissés imaginer le béton de la cellule. Puis, lentement, avec un mouvement théâtral, j'ai posé ma main sur la chemise bleue qui était restée fermée. Là, dis-je, ma voix baissant à un ton presque conspirateur. Et voici la chemise bleue. Les 3 têtes se tournèrent vers elle comme si c'était l'arche d'alliance, comme si elle contenait leur salut. L'accord, dis-je. L'option B. L'option privée. Vous signez ça. Entièrement, page par page, sans négocier, ici et maintenant. Et la chemise rouge disparaît. Elle reste dans mon coffre-fort, comme assurance. Damien laissa échapper un soupir presque soulagé. Oui, n'importe quoi. On signe, pas vrai, maman? N'importe quoi. Ne pas si vite, Damien, dis-je en souriant intérieurement. Mais tu n'as pas entendu les conditions. Je fis un signe au licencié moral. Il ouvrit la chemise bleue et mit ses lunettes. Les écoutez bien, dit Moral. Parce que je ne le répéterai pas. Point. Damien Soli et Griselda Reyes signent une confession notariée, admettant la falsification de l'acte de naissance et la fraude à l'assurance de Madame Gomez. Ce document restera en possession de Madame Gomez comme garantie. Point 2. Les 2 parents demandent immédiatement une rectification d'acte de naissance en urgence, en supprimant définitivement le nom de Renata Gomez et en le remplaçant par celui de Griselda Reyes. À quoi? Cria Griselda. Mais moi. Tais-toi et écoute, lui dis-je. Je suis en train de te faire une faveur. Je te rends ton nom. Lui, il est du poison. Point 3, continua Moral, imperturbable. Damien Soli renonce volontairement et définitivement à la patria potestad de Clara Soli Reyes. La garde complète et totale revient à Griselda Reyes. Damien hocha la tête frénétiquement. Il était ravi de renoncer à sa fille. Point 4. Damien Soli paiera une pension alimentaire rétroactive de 5 ans, plus réparation pour la fraude à l'assurance. Un total de 1 200 000 pesos, payable immédiatement. J'ai pas cet argent, hurla Damien, la panique revenant. Tu le sais, Renata. Tu as tout gardé. On le sait, dis-je avec une douceur glacée. Et ça, Damien, ça nous amène au point 5, mon préféré. Moral sourit, montrant légèrement les dents. Point 5. En garantie du paiement de la pension et de la réparation du dommage, et comme preuve irréfutable de la contrition de la famille, Madame Inès Soli. Il regarda directement la matriarche. Elle cédera aujourd'hui, devant notaire, 50% de la propriété de sa maison des Lomas à un fideikommiso au nom de la mineure Clara Soli Reyes, administré par ce cabinet. Il y eut un silence complet, tellement profond qu'on entendait la climatisation. Puis le cri. Non. Le cri d'Inès fut tellement aigu que j'ai cru qu'il allait briser une vitre. Ma maison, non. Tu ne touches pas à ma maison, sale. Elle se jeta presque sur la table, ses ongles manicurés comme des griffes, essayant de m'atteindre. Moral et Damien la retinrent. C'est la maison de mes parents. C'est mon patrimoine. C'est tout ce que j'ai. C'est la seule chose que Damien allait hériter. Exactement, dis-je en me levant. Ma voix était froide comme la pierre. C'est la maison dont tu te servais pour te vanter. La maison d'où tu me jugeais parce que j'étais trop ambitieuse et pas assez bonne pour ton fils. Je m'approchai d'elle. C'est ça, belle maman. Soit tu laisses ton bébé d'or, ton seul héritier, pourrir en prison pendant 8 ans. Soit tu sacrifies un peu de ton palais. Tu décides. Vous avez 5 minutes pour en discuter en famille. Je suis sorti de la salle et j'ai refermé la porte. Les cris ont commencé immédiatement. Je suis allé jusqu'à la réception, où l'assistante de Moral me regardait avec des yeux énormes. Un verre d'eau, s'il vous plaît, lui ai-je demandé avec mon meilleur sourire professionnel. Pendant que je buvais, je pouvais entendre les cris étouffés venant de la salle de réunion. C'était une symphonie de chaos.
J'entendais Griselda hurler à Damian qu'il était un bon à rien. Iné hurlait à Griselda qu'elle était une garce opportuniste. Et Damian? Damian pleurnichait. Maman, fais quelque chose. C'était honnêtement pathétique. Je buvais mon eau calmement. Je savais comment ça allait se terminer. L'amour d'Iné pour son statut était grand, mais sa peur de la honte publique et sa dévotion maladive à son fils était encore plus grande. 10 minutes plus tard, qui m'ont paru délicieuses, la porte s'est rouverte. Le licencié moral sortit. Son costume était impeccable. Il me regarda, et un petit sourire apparut au coin de ses lèvres. « Ils vont signer, dit-il. » Je suis rentré. La salle sentait la défaite. Ils étaient détruits. Iné avait le mascara coulé, un désastre de larmes noires. Damian était pâle, voûté, comme s'il avait vieilli de 20 ans. Griselda était assise le plus loin possible d'eux, les bras croisés, tremblante de rage, mais aussi soulagée, d'une certaine manière. « Sage décision, dis-je en reprenant ma place en bout de table. Nous avons regardé chacun signer chaque page. Moral leur passait les documents un par un, en montrant où signer. J'ai vu Damian signer la confession. J'ai vu Griselda signer comme nouvelle mère légale. J'ai vu Damian signer la renonciation à la patria potestad avec une rapidité qui m'a presque donné la nausée. Et le meilleur pour la fin. J'ai vu Iné signer la cession de 50% de sa maison adorée. Son stylo Mandblank tremblait tellement qu'elle a presque déchiré le papier. Nous aurons aussi besoin de vos initiales sur chaque page, Madame Iné, dit Moral, sans pitié. Quand la dernière signature fut posée, un notaire, que Moral avait déjà fait venir en avance, entra, vérifia les pièces d'identité et tamponna les documents. C'était officiel. C'était irrévocable. Quand le notaire partit, Damian se leva. Dans un dernier acte de désespoir, il s'approcha de moi, les yeux pleins de larmes, le visage une caricature de souffrance. « Renata, sanglota-t-il. Bébé, s'il te plaît. Souviens-toi des bons moments. Souviens-toi de ce qu'on a été. Je sais qu'au fond, tu m'aimes encore. » Il prit ma main. Son contact était humide et froid. « Je me souviens de tout, Damian, lui ai-je dit. » Ma voix claire et froide, mes yeux plongés dans les siens. Je me souviens de chaque mensonge. Je me souviens de chaque humiliation. Je me souviens de chaque fois où tu m'as fait sentir petite pour que toi, tu te sentes grand. Tu m'as utilisé pendant 10 ans. Aujourd'hui, le crédit est terminé. Mais qu'est-ce que je vais faire, murmura-t-il, son visage s'effondrant. Qu'est-ce qu'on va faire? On, ai-je répété en me levant et en lissant mon tailleur. Il n'y a plus de on. Ce n'est plus mon problème. Plus jamais. J'ai pris ma copie de la chemise bleue, maintenant remplie de signatures et de tampons. Licenciado, un plaisir comme toujours. On se voit demain à la notaire pour finaliser le fideikommiso, dis-je en tournant le dos à mon passé. Je suis sorti de ce bureau, sorti de ce bâtiment, et j'ai marché vers la lumière brillante de l'après-midi. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans, j'ai senti que je pouvais respirer. L'air de Mexico ne m'avait jamais semblé aussi propre. 6 mois plus tard. Je suis sur le chantier. L'hôtel boutique d'Oaxaca. C'est mon chef-d'œuvre. Je suis debout sur ce qui sera la terrasse de la suite principale, casque de sécurité sur la tête, en train de discuter avec l'ingénieur structure. Le soleil est chaud, l'air sent la poussière et le béton frais. C'est la meilleure odeur du monde. Mon téléphone sonne. C'est Anna. Tout est prêt pour le dîner. Les enfants veulent te montrer leurs dessins. J'arrive presque, réponds-je en souriant. Fais-leur un bisou de ma part. J'arrive pour le dessert. Ma vie a continué. La leur, pas tellement. La banque, informée du fideikommiso, a exécuté l'hypothèque sur la maison d'Iné. Les 50% appartenaient à une mineure, et elle n'a pas pu payer le reste ni racheter l'autre moitié. Elle a dû la vendre aux enchères. Elle a déménagé dans un petit appartement dans la colonia Anzur. On m'a dit que la dernière fois qu'on l'a vue, elle se plaignait que le service était horrible. Damian, sans argent, sans le nom de maman pour le protéger, et avec une confession notariée de fraude qui plane au-dessus de sa tête, travaille, je ne sais pas où. Honnêtement, je m'en fiche. Et Clara? J'ai gagné le procès civil pour la fraude, bien sûr. Avec la confession signée, c'était une promenade de santé.
J'ai récupéré chaque centime que Damian m'avait volé via l'assurance, avec les intérêts, dommages et intérêts. J'ai placé tout cet argent, jusqu'au dernier peso, dans le fideikommiso que j'ai ouvert pour Clara, le même qui possède maintenant la moitié de ce que valait la maison de sa grand-mère. Son éducation est payée, son futur médical est assuré. J'ai fait une chose de plus. Je suis allé voir Griselda. Elle vivait maintenant dans un appartement modeste à la Narvarte. Elle travaillait comme caissière. Je lui ai remis les papiers du fideikommiso. Ça, lui ai-je dit, c'est pour Clara. C'est à elle. Ce n'est pas à Damian. Ce n'est pas à moi. C'est à elle. Assure-toi qu'elle le sache. Elle m'a regardé avec méfiance, ses yeux durs. J'ai sorti une autre carte de mon sac. Et ça, ai-je dit, c'est la carte d'une avocate en droit de la famille très forte, et celle d'un centre de soutien pour les femmes. Elle me regarda, confuse. Je ne t'aide pas toi, ai-je clarifié. J'aide ta fille. Ne la laisse pas grandir pour qu'elle soit comme son père ou comme sa grand-mère. Brise ce foutu cycle. Elle a pris les cartes, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'était pas de la haine. C'était de la compréhension. Elle a hoché la tête une seule fois. Je me suis retourné et je suis parti. Pendant que mon avion descendait vers Oaxaca ce soir-là, j'ai pensé à l'ironie de tout ça. Damian a fait de moi une mère sur le papier pour commettre une fraude. Moi, j'ai utilisé ce même papier, cette même maternité légale qu'il m'avait imposée, pour lui enlever la seule chose qu'il aimait vraiment, lui et sa mère, leur argent, leur maison, leur statut. Il a essayé de faire de moi son bouclier. Je me suis transformé en épée. Ma vie n'est pas parfaite. Mais elle est à moi. Elle est honnête. Et elle est construite sur des fondations solides, avec des plans que j'ai dessinés moi-même et que personne ne pourra plus jamais falsifier. Maintenant, je vous demande à vous, les gens qui ont écouté mon histoire. Est-ce que j'ai mal agi? Suis-je allé trop loin en prenant la maison de la mère de Damian pour assurer l'avenir de Clara? Était-ce une vengeance trop froide, trop calculée? Ou est-ce que j'aurais dû pardonner et simplement passer à autre chose? Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place?